Bonjour tout le monde, bon matin. Je me présente, Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cet événement dans le cadre de nos événements COREX, donc notre propriété sur les corridors d'exportation. Alors, ça me fait plaisir ce matin de vous parler de commerce international. J'imagine que vous avez déjà pris connaissance des actualités ce matin. Alors, sur la scène internationale, c'est une journée qui est certes très difficile avec la situation en Europe de l'Est. Mais néanmoins, aujourd'hui, on veut discuter de façon positive de l'importance des échanges internationaux et pour le Québec, entre autres, de réussir ses ambitions, je vous dirais, d'exportation et particulièrement donc en Afrique francophone ce matin. Alors, vous le savez, la propriété qu'on appelle les grands exportateurs corrects, c'est une occasion pour nous d'inspirer les entrepreneurs et les entrepreneurs du Québec à réussir donc à investir de nouveaux marchés. Alors aujourd'hui, on le fait avec des personnalités, ma foi, fort importantes du marché africain francophone, mais aussi avec des entrepreneurs d'une de nos régions phares du Québec, qui est l'Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, je veux souligner la contribution de la Chambre de commerce de Val-d'Or avec mes amis Hélène Paradis et Valérie Gourde qui sont avec nous ce matin. Et donc, durant les prochaines 75 minutes, on aura l'occasion de discuter donc d'opportunités d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue d'affaires, mais ensuite, on aura des témoignages d'entrepreneurs, particulièrement dans le secteur minier, qui ont réussi justement cette aventure-là à l'extérieur de nos frontières et sur le continent africain. Alors, je vous présente nos invités. Il y en a beaucoup et je suis très, très fier de la brochette d'invités qu'on a avec nous aujourd'hui. Alors, premièrement, M. Nourdine Meriem, qui est consul général d'Algérie à Montréal. M. Iyad Touré, qui est délégué général du Québec à Dakar, au Sénégal. M. Khalil Rahman Ndiaye, qui est coordonnateur du pôle structuration du bureau opérationnel du suivi du plan Sénégal émergent, qui nous rejoint lui aussi de Dakar. On a aussi Mme Karima Bakir Tafer, qui est avec nous en direct d'Alger. Et donc, du point de vue entrepreneurial au Québec, on a Mme Kim Valade, qui est directrice générale chez Meglab, M. Guy Tremblay, qui est VP corporatif chez CEMAC Thiessen, et M. Shane Poirier, qui est président de Hydrotech Mining. Je salue aussi la présence du célèbre René Vizina, chroniqueur et journaliste économique, qui animera une bonne partie de l'événement ce matin. Et je veux évidemment remercier nos partenaires de toujours chez Corex, donc évidemment BMO Banque de Montréal et EDC. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre chambre haute ce matin, donc la Chambre de commerce de Val-d'Or avec Mme Valérie Gourde. Et encore une fois, merci d'être avec nous ce matin. Alors Valérie. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je salue l'ensemble des dignitaires invités, tous les intervenants qui sont ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, oui, je me présente Valérie Gourde, première vice-présidente de la Chambre de commerce de Val-d'Or, également directrice des communications stratégiques et relations avec le milieu pour la Société minière Eldorado Gold Québec. Donc, bienvenue à tous à cette édition spéciale des événements COREX, les grands exportateurs, La Chambre de commerce de Val-d'Or est très fière d'être partenaire de cette édition qui est co-organisée par les corridors d'exportation de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui on est fiers de présenter 3 membres qui sont ici aujourd'hui comme panélistes. Ce sont des entrepreneurs qui sont très bien connus dans notre région, des entrepreneurs que l'on a vus évoluer dans les dernières années, qui ont exporté leurs connaissances et leurs expertises avec beaucoup de succès, il faut le dire, à l'étranger. Donc, en espérant que cette rencontre virtuelle enrichisse vos connaissances et nourrisse vos différentes aspirations. Donc, je vous souhaite une très bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Valérie. Alors, avant de laisser la parole à notre animateur, René, je voudrais céder la parole à notre partenaire, donc BMO. Alors, Mme Cathy Argal, qui est vice-présidente régionale, service aux particuliers pour l'Est du Québec. Alors, Cathy. Merci, Charles. Monsieur le consul Meriem, Monsieur Touré, Mme Gourde, Monsieur Ndiaye, Mme Bakir Tafer, Mme Valade, Monsieur Tremblay, Monsieur Poirier, Monsieur Vézina, chers participants, bonjour. C'est un véritable plaisir de présenter cet événement de la série des grands exportateurs COREX, la Fédération des chambres de commerce aujourd'hui. BMO est particulièrement fière de prendre davantage sur les marchés d'Afrique francophone. Comme vous le verrez lors des présentations de nos intervenants à travers les témoignages des entreprises de la région Témiscamingue, le potentiel du marché africain est grand et les occasions d'affaires sont vraiment nombreuses.
Nous allons découvrir la stratégie territoriale pour l'Afrique adoptée par le gouvernement du Québec en décembre 2021. Ça renforce la position de notre province sur le continent africain et souligne l'importance des exportations et des échanges commerciaux avec cette région. Alors, à BMO, nous avons à cœur d'appuyer les entreprises exportatrices et nous les encourageons quotidiennement en les soutenant dans leur développement et leur croissance à l'international par le biais de solutions financières adaptées. Alors, sans plus tarder, j'inviterai le délégué général du Québec à Dakar à prendre la parole. Monsieur Touré, la parole est à vous. Alors, nous allons donc entreprendre ce panel de discussion avec le délégué général du Québec à Dakar, Monsieur Ilia Touré, comme vient de le dire. Alors, merci Charles, merci Mesdames Gourde et Argal. Et déjà, le fait de parler d'échanges possibles entre le Québec et l'Afrique francophone est de nature à nous réchauffer, alors que l'hiver est encore assez costaud du côté du Québec, mais ce sont des échanges très chaleureux. Alors, dans un premier temps, pour lancer ce panel de discussion, donc, je vous dis, il y aura 4 courtes présentations et aux gens qui nous écoutent, les participantes, vous avez la possibilité déjà de poser des questions, de nous adresser des questions et si le temps le permet, nous pourrons les adresser aux personnes concernées un peu plus tard. Mais d'abord, M. Touré, je vous invite à lancer le bal. Oui, merci pour cette invitation et surtout l'opportunité de parler du continent africain dans une perspective de diversification des marchés. Mais permettez-moi de profiter de cette occasion pour saluer les 3 panélistes qui viennent de l'Abitibi. Ils ont été disponibles lors de mon passage en novembre dernier dans votre région. Donc, je les salue, Kim, Shane et puis l'équipe de CIMAC représentée ici par Guy. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre les mutations qui ont cours présentement en Afrique et qui expliquent pourquoi ce continent suscite autant d'intérêt. C'est important, ça. Au niveau économique, juste avant la pandémie, la plupart de ces pays-là, ou tout du moins beaucoup de ces pays, avoisinaient des taux de croissance de 6%. On disait même, les journalistes disaient que les pays africains commençaient à devenir des champions de la croissance économique. Au niveau démographique, selon les études de la Banque mondiale, la population africaine est appelée à doubler d'ici 2050. On parle de 2 milliards de personnes, plus de 2 milliards de personnes d'ici 2050. Ce qui est important dans ça, c'est que plus de 60% de cette population aura moins de 30 ans. Et plus de 50% de cette population va vivre dans les grandes villes, dans les grands centres. Donc, vous avez une population jeune, instruite, de plus en plus intégrée à des réseaux internationaux. Et pour nous, Québécois, nous, le Québec, ce qui est encore plus marquant, frappant, c'est que plus de 85% de ceux qui vont parler français vont vivre sur ce continent. Donc, c'est important quand on parle de préserver notre langue, de s'intéresser à l'Afrique. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, cette situation va créer des besoins énormes. Qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'infrastructures de transport, qu'on parle d'eau potable, qu'on parle de réseau de santé, habitation, alimentation, il faut créer de l'emploi pour tout ce monde-là. J'en nomme. Et tout cela va aussi avoir un impact sur l'environnement dans lequel nous vivons. Vous savez, la corrélation entre le nombre de personnes et l'environnement, ça a déjà été fait. D'où l'importance que tout ce qui va se faire en développement dans les années à venir se fasse dans une perspective de durabilité. Donc, développement durable, très important. C'est un peu ça la trame de fond de ce qui se passe présentement en Afrique qui est important de comprendre. Au niveau des échanges maintenant, échanges commerciaux, économiques entre le Canada, Québec et le continent, je ne vous apprendrai rien de nouveau. Ils sont très, très, très faibles présentement. Pour le Québec, on parle bon an, mal an aux alentours de 2,2 milliards à 2,7 milliards. D'ailleurs, selon les dernières statistiques publiées par l'Observatoire de la francophonie économique, le potentiel commercial qui est inexploité entre le Canada et le continent est d'environ 380 milliards de dollars US en exportation et 140 milliards en importation. Donc, on le voit à travers ces chiffres-là
qu'il y a vraiment une sous-exploitation du potentiel des échanges. Donc, la croissance est très, très, très intéressante. Les opportunités sont là. Maintenant, la question à se poser dans ce contexte, qu'est-ce que nos entreprises québécoises doivent faire? De façon générale, les entreprises, mais surtout celles du Québec. N'oublions pas, celles du Québec ont en commun avec une bonne partie de ce continent, des pays de ce continent, quelque chose en commun qui est la langue française. On sait que la langue est un vecteur de croissance. Quand on parle du Maghreb, on a un représentant qui est ici. Quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est le français qui domine là et le Québec a l'avantage de partager avec ces pays cette langue. Donc, c'est important. Il faut se poser cette question. Qu'est-ce que les entreprises québécoises doivent faire? Pour moi, la réponse est toute simple, elle est très simple. C'est d'abord de considérer le continent dans sa stratégie de croissance et de diversification des marchés. C'est la première chose à faire. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire considérer le continent comme une place où il y a de la business à faire. Un langage que les gens du secteur minier comprennent très bien. Une fois qu'on a considéré l'Afrique comme étant une place où il y a de la business à faire, il y a deux choses sur lesquelles on doit travailler. Le premier, c'est le choix du pays. L'Afrique, on parle de 54 pays qui ont des réalités complètement différentes. Il y a des endroits en Afrique, on n'aimerait pas y aller. C'est des réalités. Donc, il faut miser sur des pays à fort potentiel, soit les pays à revenus intermédiaires où le secteur privé est important et dynamique. Généralement, on parle du Maghreb et on parle aussi de certains pays de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, le Botswana, etc., pour ne nommer que ces pays-là. Il y a aussi des pays qui projettent de devenir, d'ici 2030-2035, des pays émergents, qui ont lancé des programmes d'investissement colossaux, qui ont adopté des mesures, des réformes de leur économie pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Vous allez entendre Khalil parler tout de suite de l'exemple du Sénégal. Mais le Sénégal n'est pas seul dans ça. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Ghana, pour ne citer que ces pays-là. Donc, premier axe, le choix du pays où on veut faire affaire. Le deuxième axe sur lequel on doit porter notre attention, c'est le secteur dans lequel on veut œuvrer. Il faut miser sur les secteurs porteurs dans lesquels le Québec excelle. Qu'on parle d'énergie, de technologie verte, le génie conseil, tout ce qui est infrastructure, technologie d'information, le numérique, les ressources naturelles, on est en Abitibi, on a une expertise dans ça, tout ce qui est industrie extractive, évidemment l'agriculture. D'ailleurs, pour ceux et celles qui suivent l'actualité internationale, la semaine dernière, il y a eu le sommet Europe-Afrique et lors de ce sommet, l'Europe a promis d'investir plus de 150 milliards d'euros dans les secteurs d'infrastructures de transport, l'énergie et le numérique. Tous des secteurs où le Québec se distingue déjà. Le gouvernement du Québec a très rapidement compris ces mutations qui ont cours sur le continent. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de créer de se doter d'une stratégie territoriale qui s'appelle Vision Afrique, qui a été lancée, pour ceux et celles qui s'en souviennent, en décembre dernier. Cette stratégie africaine s'articule autour de 5 piliers. Mais aujourd'hui, je vous parlerai juste du pilier économique pour des raisons de temps. Ce pilier économique vise à prioriser les secteurs en fonction des atouts du Québec et à miser sur les pays qui ont adopté le virage de l'émergence économique. La première chose. Elle vise aussi à faire plus d'accompagnement personnalisé des entreprises qui vont venir sur les territoires qui sont couverts par les représentations. On va aussi faire plus de services conseils, donner plus de services conseils, d'informations stratégiques sur les marchés couverts. Quand on parle d'intelligence d'affaires, c'est de ça qu'on parle. Sans oublier que depuis le lancement de la stratégie Afrique, Investissement Québec a maintenant une enveloppe disponible pour supporter les entreprises dans le financement
des projets qui vont se faire sur le territoire africain. Donc, la première fois dans l'histoire du Québec qu'on a ce type d'outils financiers disponibles chez Investissement Québec. C'est aussi dans ce contexte que nos 3 représentations sur le continent, à savoir Dakar où je suis présentement, Abidjan et Rabat, qui sont en réalité, ces représentations sont en réalité vos oreilles et vos yeux sur le terrain, ont vu leur mode de fonctionnement optimisé afin de mettre plus d'accent sur la diplomatie économique et faire en sorte qu'il y ait une meilleure collaboration entre tous les acteurs sur le terrain, qu'on parle d'Investissement Québec International, qu'on parle des délégués commerciaux dans les ambassades. Et tout ça pour faciliter la vie aux entreprises qui veulent venir s'investir ou explorer le continent. J'aimerais terminer en rappelant que l'Afrique, c'est un continent d'opportunités. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pourquoi il suscite tant d'intérêt. Et quand on dit opportunité, c'est vraiment dans tous les secteurs. L'Afrique a une population jeune, de plus en plus éduquée. D'ailleurs, ça devient un bassin de recrutement pour le Québec en matière pour des emplois et puis l'éducation aussi. Mais pour réussir dans ce marché, vous allez l'entendre à travers nos 3 panélistes tantôt qui viennent faire des affaires ici, il faut une présence physique sur le terrain. C'est un incontournable. Il faut aussi avoir une stratégie long terme. Et dans cette stratégie long terme, n'hésitez pas de faire appel à la diaspora africaine qui est au Québec. Elle est importante. Il faut aussi être capable de s'adapter aux réalités locales et culturelles. C'est des incontournables. Le temps file, je ne peux pas m'étaler trop, mais j'ose espérer que l'essentiel de mon message a été retenu à l'effet que c'est un continent d'opportunités et le Québec a sa place. L'avenir de la francophonie passe par l'Afrique. Donc, la porte est grande ouverte pour le Québec ici. Merci. Eh bien, merci, M. Touré. Merci pour cet appel à tous et pour l'invitation que vous faites aux gens d'affaires d'ici. Et c'était bien aussi de parler de ces services d'accompagnement qui sont disponibles parce que, oui, c'est le continent d'avenir. Vous avez lancé des chiffres imposants, 380 milliards de potentiel d'exportation, une population de 2 milliards, une population jeune, mais encore faut-il pouvoir débarquer avec des alliés. Et là, on comprend qu'on a des alliés sur place. Alors, merci. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Je vais maintenant laisser la parole à M. Khalil Rahman Ndiaye, qui est coordonnateur du pôle structuration du bureau opérationnel du suivi du plan Sénégal émergent. M. Ndiaye. Il faudra ouvrir votre micro. On ne vous entend pas pour l'instant. Voilà, merci. Voilà. Merci. Là, je pense que c'est bon. Excellent. J'espère que vous voyez tous mon écran. Je voudrais vous remercier par rapport à l'invitation et l'opportunité que vous me donnez de parler du Sénégal, mais du plan Sénégal émergent. Je vais très rapidement parler de ce plan Sénégal émergent. Bon, là, je ne passe pas. Désolé. Voilà. En fait, c'est quoi le plan Sénégal émergent? C'est le cadre de référence des politiques économiques au Sénégal. M. Touré l'a dit aujourd'hui. Beaucoup de pays africains ont amorcé une nouvelle dynamique après les stratégies de réduction des pauvretés pour viser l'émergence. Et le Sénégal a bâti un document sur 3 axes avec l'accent sur la croissance inclusive, avec un certain nombre de secteurs prioritaires sur lesquels je vais revenir, 27 projets phares, 17 réformes qui vont accompagner et permettre au secteur privé de participer à la mise en œuvre des politiques économiques. C'est un peu en fait ce nouveau paradigme qui guide un peu le processus de mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent. Une transformation structurelle de l'économie axée autour de ces 6 secteurs prioritaires érigés en bataille clé. Je veux parler de l'agriculture, les produits de la mer et de l'agroalimentaire avec l'optique de réussir la souveraineté alimentaire, avec des opportunités dans la mise en place de zones de transformation agricole, de pôles de transformation des produits de la mer, le développement de l'aquaculture de façon beaucoup à l'échelle sur le plan industriel, marine et continental, l'habitat social et l'écosystème de construction qui vont de pair parce qu'il veut créer un écosystème pour permettre à ce que, en fait, les constructions soient accessibles au niveau de nos pays. Et le positionnement du Sénégal permet, au-delà
même du marché au niveau local, d'adresser les marchés au niveau de la sous-régionale. Nous avons aussi tout ce qui est mine, fertilisant avec la promotion de l'exploitation minière au Sénégal, mais aussi de profiter de l'opportunité en fait d'exploitation minière dont le Sénégal partage le même bassin avec les autres pays de la sous-région pour mettre en place un hub minier régional sur lequel je vais revenir pour permettre au Sénégal de positionner en fait et d'avoir un rayonnement par rapport à tout ce qui est service aux entreprises minières. Nous avons le domaine hub logistique industriel avec la réalisation de ports multifonctionnels, dont un est en cours, celui de Ndayane, mais bien sûr, je terminerai avec le 6e sous-secteur prioritaire qui est le hub multiservice, tout ce qui est tourisme, tout ce qui est santé, avec la dynamique de réussir un peu tout ce qui est souveraineté pharmaceutique. Pour parler du hub minier, l'ambition, c'est de faire du Sénégal un centre de référence en Afrique de l'Ouest avec la mise en place d'un écosystème attirant les fournisseurs de référence, comme certaines entreprises du Canada, dans le domaine des services, dans le domaine de la logistique, dans le domaine académique. Nous avons déjà des entreprises qui sont présentes. Nous allons capitaliser sur ça pour développer un certain nombre de réformes qui permet à ce qu'en fait, qu'on puisse donner beaucoup plus d'apport par rapport aux entreprises, pas seulement sénégalaises, mais aussi l'optique d'aller vers la sous-région, avec comme opportunité le développement de plateformes à proximité. La logique de mise en œuvre de ce projet, c'est un développement partenariat public-privé. L'État n'aura pas vocation à exploiter un peu ces plateformes qu'on va mettre en place. L'optique, c'est de viser à chercher des partenaires qui ont un savoir-faire, qui savent faire et qui permettent de transférer les technologies aux PME sénégalaises pour leur permettre d'être qualifiés et offrir éventuellement dans le futur les mêmes types de services aux entreprises sénégalaises, mais aussi de voir sous-régionales, voire africaines. En termes de potentiel de développement des filières minières, je peux parler des biens et services dans le secteur extractif, le besoin de formation, surtout l'aspect conseil. Je pense que le Canada et les entreprises québécoises ont beaucoup d'expertise à donner par rapport à ce volet. La chaîne de valeur d'approvisionnement des filières comme le ciment, l'or, le phosphate, les sables lourds, mais aussi des opportunités sur la chaîne d'approvisionnement des matériaux de construction, basalte, sable, or, calcaire, cimentier, etc. Voilà un peu des chiffres clés sur l'ensemble de ces éléments et ce qu'on importe aujourd'hui en 2020 et à l'horizon 2025 pour vous donner une idée globalement en fait du potentiel en fait de développement de ce hub qui permettra in fine de capitaliser et de créer tous ces services au niveau du pays. Je terminerai par quelques opportunités sur les différents segments du hub que nous voudrions mettre en place dans le domaine des services. Je vais vous parler de centrales d'achat, mais surtout de tout ce qui est aspect technique, formation, conseil, volet logistique avec l'acquisition, l'assemblage, le conditionnement, la maintenance. C'est des services, mais aussi le volet académique. Il y a tout un travail à faire pour mettre en place les ressources humaines qualifiées, certifiées aux besoins des entreprises. C'est les quelques éléments que je voulais partager avec vous, mais juste terminer par un message à l'attention. Je pense que nous allons certainement revenir, aller visiter ce beau pays pour s'inspirer en fait de cette dynamique autour de l'Albiti et voir comment vous pouvez nous accompagner dans l'implémentation de ce projet phare qui est d'une importance capitale parce que le Sénégal veut se positionner parce qu'il y a une seule place de hub au niveau de la sous-région et nous voudrions le saisir et nous comptons sur le pragmatisme des entreprises québécoises, leur expertise pour nous permettre à travers des futurs partenariats à aller dans ce sens. Je vous remercie. Eh bien, merci, M. Ndiaye. Vous avez dû y aller assez rapidement, évidemment, dans les circonstances, mais on voit l'étendue de ce potentiel. Et vous avez parlé d'inspirer, ça a été très inspirant. Si on pouvait simplement en chercher une petite, c'est une grande tarte, un petit morceau, imaginez ce que ça pourrait avoir comme effet d'entraînement et mutuel entre l'Afrique francophone, Sénégal, et du côté du Québec. Alors, merci. On aura l'occasion d'y revenir rapidement là, avant de passer à nos invités entrepreneurs. Alors, du Sénégal, on va maintenant passer à l'Algérie avec 2 présentations. Et la première va nous être offerte par M. Noureddine Meriem. Il est consul général de l'Algérie à Montréal. M. Meriem. Merci, M. Vizina. Bonjour, M. Gilliard,
Merci pour l'invitation, Monsieur Milliard, plutôt. Merci pour l'invitation. C'est une belle opportunité et s'inscrit dans ce que nous avons entrepris dans le consulat général, qui est maintenant, ça fait une année, on est doté d'un véritable service économique commercial et les opportunités de faire du commerce et de l'économique avec le Québec en particulier, puisqu'on est basé à Montréal et le Canada en général sont diversifiées, sont importantes. Et l'Algérie est présente au Québec, surtout à travers une communauté très importante que nous chiffrons à peu près à entre 120 000 et 150 000 personnes de haut niveau de formation qui participent déjà à l'essor de l'économie québécoise. Et l'Algérie et le Québec donc, ont déjà un point en commun. Pour ma part, j'ai préféré partager mon temps d'intervention avec Madame Tafer d'Alger du ministère de l'Énergie, parce que les autorités publiques en Algérie sont engagées ça fait 2 ans maintenant, dans une perspective de diversification de l'économie nationale et visant la diversification des exportations et la création d'emplois en Algérie qui présente beaucoup d'atouts. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique par la surface, avec 44 millions d'habitants, classé à revenu intermédiaire pour aller dans le même sens que M. Touré, avec une position géographique très stratégique entre au nord de l'Afrique, en face de l'Europe. On est membre de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, mise en œuvre l'année dernière, la grande zone de libre-échange arabe, un potentiel énergétique très, très important en matière d'hydrocarbures et spécialement en gaz naturel, et des potentialités agricoles aussi très importantes, que ce soit au nord ou au sud du pays. Un potentiel humain très important, avec près de 2 millions d'étudiants à l'université, avec près de 80 000 à 100 000 diplômés chaque année dans tous les domaines. Donc, une population très jeune. C'est les principaux atouts. Les secteurs que les autorités publiques ont identifiés comme prioritaires englobent l'agriculture, le tourisme, l'industrie, la pêche et les ressources halieutiques et les énergies renouvelables. Tous des domaines où le Québec a aussi son mot à dire et domaines dans lesquels on veut aussi profiter de l'expertise et de l'expérience québécoise. Et l'un des domaines où l'Algérie possède un potentiel encore peut-être non exploité et à 100%, c'est le secteur des mines, de l'exploration minière, de l'exploitation de l'exploration minière. C'est pour ça que j'ai préféré partager mon temps d'intervention avec Madame Karima Bakir Tafer, qui est présidente du comité de direction de l'Agence de services géologiques de l'Algérie, ASGA, donc à qui je donne la parole. Madame Tafer. Je vous remercie, Monsieur le Consul général. Là, je vais partager ma présentation.
Alors, en attendant que vous puissiez, c'est toujours, ces questions techniques peuvent être embêtantes. Je simplement remercier monsieur Meriem parce qu'avec ce qu'on vient d'entendre sur l'ensemble des secteurs, il est clair qu'il y a des atomes crochus qui peuvent exister entre le Québec et l'Algérie. Je ne sais pas si Mme Bekir Tafer, vous êtes prête à procéder. On voit déjà la première diapositive. C'est bon. C'est bon. Allez, alors on vous laisse la parole. Merci bien. Monsieur le Consul général, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de nous avoir conviés à cette visioconférence. Donc, je me présente, Madame Bakir Tafer Karima, donc présidente du comité de direction de l'Agence du service géologique de l'Algérie. La présente communication va porter sur les potentialités minières en Algérie. Donc, pour cela, nous avons adopté le plan suivant. Après une introduction, nous passerons aux potentialités production et législation minière, à l'infrastructure géologique et nous terminerons par une brève conclusion. L'Algérie est un vaste pays connu pour son potentiel énergétique. Elle dispose également d'un très fort potentiel minier lié à l'étendue de son territoire et à la variété de ses contextes géologiques. Morphologiquement, 5 grands domaines se distinguent du nord au sud du pays. Le domaine tellien, la plateforme saharienne, la chaîne hercynienne de l'Ougarta, le socle éburnien, le socle archéen et protérozoïque du Hoga. Ces domaines géographiques constituent autant de domaines géologiques aux caractéristiques propres et de provinces métallogéniques distinctes et spécialisées. L'Algérie dispose d'un potentiel minier important et diversifié à mettre en valeur. Des minerais métalliques, des minerais industriels, des matériaux de construction et roches décoratives. En matière de production minière, en 2020, 31 principales substances minérales ont été extraites pour 34 produits marchands. Dans le tableau que vous voyez, donc nous avons une évolution positive pour certains produits, tels que les minerais de fer, tels que l'or, et certaines évolutions négatives. En matière de législation minière, les activités minières sont régies par les dispositions de la loi 1405 du 24 février 2014. La législation minière actuellement en vigueur vise à donner aux activités minières leur rôle de créateur de richesses et d'emplois dans le cadre d'un développement durable, notamment à la faveur d'une participation importante d'investisseurs, détenteurs de capitaux et de technologies. Pour les champs d'application sont concernés les activités d'infrastructure géologique, recherche et exploitation de substances minérales et fossiles. Les substances minérales sont propriété publique, bien de la collectivité nationale. Le domaine minier est géré par le système domanial, ce qui entraîne la séparation de propriété du sol et du sous-sol. L'État est propriétaire des richesses du sous-sol et régulateur. L'exercice des activités minières est accessible à tout opérateur sans distinction de statut. Pour exercer ses rôles de propriétaire et de régulateur, l'État s'appuie sur les organes suivants: une administration centrale des mines, l'Agence du service géologique de l'Algérie et l'Agence nationale des activités minières. Les gîtes et gisements de substances minérales ou fossiles, qu'ils soient exploités à ciel ouvert ou en souterrain, sont classés en régime mine et en régime carrière. Sont considérés comme mines les substances minérales énergétiques, les substances minérales métalliques, les substances minérales non métalliques à usage industriel, les métaux précieux et les pierres précieuses et semi-précieuses. Sont considérés comme carrières tous les gîtes de substances minérales non métalliques destinés à la construction, à l'empierrement, à la viabilisation et à l'amendement des terres. L'attribution des permis relève des prérogatives de l'Agence nationale des activités minières. Cependant, l'autorité territorialement compétente peut, dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructure, d'équipement et d'habitat arrêtés par les programmes de développement du département dont il est en charge, octroyer des permis d'exploitation de carrière. Comment sont attribués les permis? Les permis sont octroyés par attribution directe ou par voie d'adjudication au demandeur qui doit disposer des capacités techniques et financières. En amont de toutes les activités géologiques et minières, nous avons une infrastructure géologique qui est confiée, dont la gestion est confiée à l'Agence du service géologique de l'Algérie. L'activité de cette agence gravite autour de 3 missions principales. Il s'agit d'acquisition de l'information géologique, son traitement et son analyse, et sa diffusion publique. Donc, le service géologique accompagne les opérateurs et les investisseurs et les chercheurs dans leurs travaux, en mettant à leur disposition une cartographie géologique à différentes échelles, des synthèses thématiques. Par exemple, nous avons des synthèses par substance et des synthèses par délivrer des ressources minérales par département.
Nous mettons aussi à leur disposition des cartes thématiques telles que la carte des ressources minérales, des données géophysiques, une banque nationale des données géologiques qui regroupe plus de 8000 documents qui sont consultables, une bibliothèque des sciences de la Terre très riche, plus de 70 000 ouvrages, des bases de données, une information fiable et d'actualité, un dépôt légal avec plus de 3000 rapports géologiques. En conclusion, le potentiel minéral de l'Algérie est important et diversifié. Plusieurs dizaines de gîtes ont été découverts, dont beaucoup sont développés ou en cours de développement. Les travaux de recherche et d'exploration sont orientés vers les produits aux substances à grande valeur ajoutée, avec l'utilisation des techniques et méthodes modernes qui s'avèrent indispensables pour confirmer ou découvrir de nouveaux gîtes. Il y a également, je dois vous informer qu'une nouvelle loi est en cours donc de validation. Elle sera promulguée incessamment. Elle est beaucoup plus attractive que celle qui est en vigueur et je pense que les investisseurs et les opérateurs ne seront que satisfaits par cette nouvelle loi minière. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Et merci Madame Bakir Tafer. J'en profite pour informer les participants et les participantes que l'ensemble des présentations de ce matin vous seront acheminées au terme de l'événement, de manière à ce que vous puissiez, parce qu'il faut aller vite, évidemment, avoir davantage de détails. Là, on avait des détails de Mme Bakir Tafer sur l'ensemble des données, sur l'encadrement. On arrive dans un ensemble qui est déjà bien structuré. Je pense que c'est ce qui est important. Et j'aimerais, avant qu'on passe au panel de discussion avec les entrepreneurs qui sont déjà actifs et qui pourront nous faire part de leur expérience, revenir avec chacune d'entre vous sur la grande question, je pense, que l'on pourrait retenir. Et je reviens à Mme Bakir Tafer. Vous savez, on comprend maintenant qu'il y a des portes d'entrée pour ce qui est de l'Afrique en général. M. Touré nous dit un continent, bientôt 2 milliards d'habitants, c'est considérable. Qu'est-ce que l'on pourrait dire aux gens d'ici qui, on va entendre certains tout à l'heure qui sont déjà actifs, mais qui y songent ou qui regardent et qui se disent en vous écoutant, il y a vraiment là des opportunités d'affaires. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les convaincre que le temps est propice, le fruit est mûr pour aller développer des relations d'affaires, dans votre cas, Mme Bakir Tafer, avec l'Algérie? Quels arguments pourriez-vous leur présenter? Eh bien, tout d'abord, l'Algérie, de par sa superficie et de par sa géologie, est un pays à fort potentiel minier. Nous avons des opportunités pour le fer, pour le phosphate, pour le plomb-zinc. Et comme je le disais, il y a aussi une nouvelle loi minière qui va être promulguée incessamment et qui est beaucoup plus attractive et qui, je pense, va attirer beaucoup plus d'investisseurs en Algérie. Donc, à cet égard-là, parce d'autant plus qu'on sera avec des gens de l'Abitibi tout à l'heure, dans la région de Val-d'Or, ce branchement, cette connexion au niveau minier pourrait être mutuellement profitable parce qu'on a développé ici un savoir-faire, il y a du potentiel considérable, et là, il y a une jonction stratégique qui peut s'établir. Exactement. Il y a autre chose, de par le service géologique, mettra à la disposition aussi des investisseurs, comme je le disais, une banque nationale des données géologiques. C'est-à-dire que toute l'information est centralisée au niveau du service géologique, que ce soit les cartes, que ce soit les rapports sont centralisés au niveau du dépôt légal. Et donc, tout opérateur aura accès à toute cette donnée. Donc, une grande partie du travail sera déjà faite. La partie bibliographique, elle sera déjà prise en charge et mise à la disposition des investisseurs. Merci. Bien, je me tourne maintenant du côté de M. Meriem. Oui, il y a les mines, mais vous avez énoncé l'ensemble de secteurs où ici on sait faire, là. Notamment, vous avez parlé d'énergie, et notamment d'énergie renouvelable, d'ingénierie, d'agriculture. Vous avez évoqué également le tourisme. Alors, je vous repose la même question. Vous avez quoi comme argument clé pour dire aux gens qui nous entendent, nous sommes ouverts à ces partenariats et nous sommes prêts à faire route avec vous? Monsieur Meriem.
Merci, M. Vizina. Donc, comme je l'ai dit, j'ai laissé un peu de temps de parole à Mme Tafer. Mais pour les autres secteurs aussi, il y a un gros potentiel. On a déjà commencé avec nos partenaires québécois à explorer ces secteurs, notamment dans le tourisme avec la formation. La dernière fois, on était avec l'Institut de technologie hôtelière et touristique, le THQ de Québec. Donc, il y a eu un vrai potentiel de coopération, notamment dans la formation touristique. En Algérie, il y a une grande ouverture d'esprit vers les étrangers. D'ailleurs, une nouvelle loi sur l'investissement étranger, le code de l'investissement étranger va être promulgué ça a été annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République récemment. Elle va être promulguée durant le mois de mars avec plus d'avantages aux investisseurs étrangers, notamment la non-rétroactivité des lois, le libre transfert des dividendes, le libre transfert des bénéfices vers l'étranger. Les atouts aussi, comme j'ai dit auparavant, il y a aussi une population très jeune et très bien formée. D'ailleurs, une partie de cette population très bien formée, âgée, elle est déjà présente au Québec et le Québec, généralement les Québécois connaissent les aptitudes des Algériens, donc ce potentiel existe. Il y a ce qu'on a constaté aussi qu'il y a une petite méconnaissance de la part du Québec de l'Algérie, donc il y a le potentiel d'exploration, de voir de nouvelles choses. L'Algérie, disons, c'est un pays continent, pas aussi grand que le Canada, mais pas loin. Donc, c'est le plus grand pays d'Afrique. Vous passez du nord au sud en passant de la neige sur les montagnes du nord au sable très doux du Sahara. Donc, les gens ici au Québec, généralement, les snowbirds ont l'habitude d'aller en Floride ou bien au Mexique. Donc, ils pourront changer peut-être de destination, surtout en hiver. On a un hiver très, très, très doux en Algérie, notamment dans le sud du pays. Et puis, pour la position de l'Algérie aussi, elle est très, très avantageuse. C'est la porte de l'Afrique avec des infrastructures très, très importantes, un réseau autoroutier très développé. On a pour pénétrer l'Afrique aussi à partir de l'Algérie la route transsaharienne, donc elle va bientôt atteindre le Nigeria, donc vous pouvez un réseau ferroviaire très, 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 très important, une infrastructure de base parmi les ports. On a quelques 50e ports opérationnels, les aérodromes, une quarantaine d'aérodromes, dont 16 internationaux. Donc, une liaison aérienne, pour ceux qui ne le sauraient pas, le Québec est lié à l'Algérie par une liaison aérienne quotidienne avec Air Algérie. Et, maintenant, à partir de la semaine prochaine, ce sera 5 vols par semaine et c'est juste 8 heures de vol. Et avec le décalage horaire, comme c'est le cas aussi, je présume, au Sénégal. Donc, si vous prenez le vol à Québec, généralement, c'est le soir. Vous serez à 8 heures à Alger, vous pouvez faire vos affaires et reprendre le même vol l'après-midi vers Québec. Ce serait fatigant, mais c'est pratique aussi. Donc, tous ces atouts, peut-être que pour certains Québécois, l'Algérie semble un peu lointaine. Comme pour certains Algériens, le Québec serait un peu lointain, mais maintenant, grâce aux liaisons aériennes, d'ailleurs, beaucoup d'Algériens font beaucoup d'affaires entre le Québec et l'Algérie, notamment en important des produits agroalimentaires et agricoles d'Algérie au Québec. Donc, tout ça, c'est des atouts qui pourraient attirer nos amis québécois.
Merci. Merci, M. Meriem. C'était de la musique à nos oreilles, sauf quand vous avez mentionné qu'il y avait de la neige en Algérie. Ça, je m'excuse, ce n'est pas très vendeur, mais pour le reste, c'était convaincant. Ne restez pas au nord, allez au sud. Oui, je comprends. On va maintenant revenir du côté Sénégal avec M. Ndiaye. Vous nous avez évoqué, M. Ndiaye, ce plan Sénégal émergent et le hub minier régional. Évidemment, le mot mine, il est stratégique, surtout dans le cadre invité que nous sommes par la Chambre de commerce de Val-d'Or. Alors, je vous pose la même question. Là, il y a une connexion potentielle, profitable, mutuellement profitable, avec des gens d'ici qui iraient se faire valoir chez vous. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Mais effectivement, René, en fait, je pense que déjà, tout le monde connaît la position stratégique du Sénégal, son ouverture vers la région ouest africaine. Mais le Sénégal a fait beaucoup d'efforts en termes de réformes sur le domaine de l'environnement des affaires. Récemment, nous avons adopté la loi sur le partenariat public-privé qui offre un cadre aux entreprises nationales et aux privés nationaux, mais internationaux. Pour exemple, les infrastructures qui sont en cours de construction, suivant le même modèle, récemment, le stade qu'on vient d'inaugurer le 22 février. Et dans cette logique, dans le domaine minier, en fait, nous voudrions mettre en place une plateforme pour les différents fournisseurs internationaux qui travaillent déjà avec les entreprises minières au Sénégal, mais aussi au niveau de la sous-région. Mais en termes de coûts, aujourd'hui, l'essentiel de ces produits sont importés avec des coûts faramineux, tout ce qui est logistique et autres. Nous voulons leur offrir une base de données en termes de headquarter pour permettre d'être beaucoup plus proches de leurs fournisseurs, de leurs clients potentiels qui sont les entreprises minières, mais surtout en fait à travers la sous-région, pénétrer pourquoi pas à travers l'opportunité qu'offre la ZLECAf avec le libre-échange au niveau africain et intégré dans l'ensemble de ces éléments. L'autre élément aussi, c'est le leadership aujourd'hui et la volonté de l'État pour réformer et permettre au secteur privé, nationaux et étrangers, d'être beaucoup plus présents dans le développement des projets stratégiques, dont le projet minier régional et les autres projets que j'ai listés dans ma présentation très rapidement, dans les domaines de la pharmacie, dans le domaine de l'agro-industrie, dans les domaines des constructions des infrastructures portuaires, aéroportuaires. Aujourd'hui, le Sénégal a démontré qu'il est un hub sur le plan aérien avec l'aéroport Air Sénégal. Autant d'éléments qui, de mon point de vue, facilitent l'implantation des entreprises de Albetis. On aura l'occasion d'en discuter beaucoup plus en détail parce que nous croyons à l'expertise canadienne. Nous voulons aller voir comment ça se passe. Et d'habitude, ce qu'on a l'habitude de dire ici au Sénégal, si des choses se font très bien par ailleurs, il faut aller les voir, échanger avec eux et voir ensemble, avec eux dans un partenariat gagnant-gagnant, comment venir pour implanter ces choses à travers un transfert de technologie qui permettra à ces entreprises de gagner, et j'en suis sûr, mais aussi au Sénégal et à la jeunesse. Et le dernier élément qui est très important et sur lequel il y a une avancée du point de vue Sénégal, nous avons fait le pari en fait sur l'exploitation de la dividende démographique avec un effort soutenu sur la formation à tous les niveaux, mais la formation professionnalisante. C'est pour dire à ces entreprises que ça soit dans le domaine minier, que ça soit dans les autres domaines des 6 secteurs prioritaires que je viens de lister, il y a tout un accompagnement de réformes de mise à niveau pour la formation et la mise à disposition de personnel qualifié qui demain vont accompagner en fait l'implémentation de ces entreprises. Merci. Bien, merci, M. Ndiaye. Et vous avez évoqué 2 concepts importants, le transfert de technologie, mais aussi un partenariat gagnant-gagnant, parce qu'on dit que ça va de part et d'autre. Et là, je pense que c'est ça qui peut inspirer des gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Et je vais laisser la parole de conclusion, le mot de conclusion, à M. Touré, qui avait lancé le bal de ce premier panel de représentants et du Sénégal et de l'Algérie, en vous posant une question qui est importante. Vous l'avez évoqué d'entrée de jeu tout à l'heure, mais avec tout ça, dans tout ce cadre, les gens qui arrivent, ils ne sont pas toujours très familiers. Et là, il y a du soutien, il y a des mesures d'accompagnement, d'encadrement pour leur faciliter la vie. Et j'aimerais que vous terminiez en nous rappelant ce qui est possible de faire, notamment en passant par les bureaux du Québec à l'étranger, comme celui que vous dirigez à Dakar. Oui, merci. Je pense que c'est une question importante que nos entrepreneurs, nos entreprises doivent, qui méritent une réponse. Je fais partie de la diaspora. Dans mon cas personnel à moi, le Québec m'a tout donné. Je suis arrivé très jeune au Québec et puis j'ai 57 ans. Donc, j'ai passé
quasiment plus de 40 ans au Québec et j'ai baigné dans le monde des entreprises, PME, grandes entreprises, name it, dans presque tous les secteurs. Et les 5 dernières années dans le secteur minier. Ici, pour la première fois, en tout cas, depuis que moi je suis au Québec, pour la première fois, je vois des changements nets au niveau des représentations sur le continent africain. Quand vous arrivez, vous êtes pris, vous êtes accompagné partout. Et les représentations, vous avez des attachés économiques. Leur job, matin, soir, 24-24, c'est de réseauter à la fois auprès du secteur public et à la fois au niveau du secteur privé. On vous accompagne, on cherche de l'information pour vous, on vous donne de l'intelligence d'affaires. Au fond, le Québec met tout à la disposition de ces entreprises pour pouvoir bénéficier des marchés qui sont ici. Il n'y a plus de raison de dire que je ne vais pas en Afrique. Là. Vous ne venez pas dans un territoire vierge. Vous descendez à Dakar, posez-vous même pas la question, prenez le téléphone, le délégué général, c'est qui? C'est Iya Touré, vous allez le voir. Il est disponible 24-24. Et si ce n'est pas à Dakar, à Abidjan, vous allez avoir le même type de service. Si vous allez à Rabat, qui couvre le Maghreb, vous allez avoir le même type de service. Donc, pour une fois, là, il faut qu'on soit fiers, surtout dans le secteur minier. Guy va en parler tantôt parce que CIMAC a une représentation au Maroc. Ils vont vous en parler. On est partout. On veut que nos entreprises québécoises soient présentes sur le terrain et elles ne seront jamais toutes seules. On va les accompagner et s'il y a un besoin de financement, il y a du financement disponible auprès d'Investissement Québec, il y a du financement disponible auprès des institutions financières canadiennes. Donc, tout est mis autour de la table pour les aider à prendre leur place sur ce marché, sans oublier que tout le monde travaille ensemble parce qu'à la fin de la journée, on veut créer de la richesse pour le Québec. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Eh bien, madame, messieurs, merci beaucoup pour cette présentation, pour ces énoncés, pour cette porte ouverte, cette main tendue. Et je rappelle que les présentations aux participants sont acheminées. On vient d'évoquer CIMAC, c'est avec M. Guy Tremblay. Il fait partie des 3 entrepreneurs dont qu'on aura la chance d'entendre dans un instant, après cette présentation de la vidéo des grands exportateurs Corex, qui va déjà nous présenter dans les grandes lignes les entreprises dont il sera question. Maestro. Le monde appartient à ceux qui voient grand et loin, à ceux qui explorent, innovent et prennent des risques. Le monde appartient à ceux qui s'ouvrent à l'international, saisissent des occasions d'affaires et veulent conquérir de nouveaux marchés. Le monde appartient à ceux qui contribuent à l'essor économique du Québec, à son savoir-faire et à son rayonnement à l'international. À ceux qui créent de la richesse et bâtissent le Québec de demain et de ses générations futures. Le monde appartient à des entrepreneurs qui, comme vous, sont visionnaires, savent s'adapter, se démarquer et osent traverser les frontières. Le monde appartient aux entrepreneurs qui exportent. Le Québec est un exportateur de classe mondiale, comme en témoignent ces grands exportateurs de votre région. À la fois manufacturier et entrepreneur, le groupe minier CIMAC Tyson conçoit et fabrique l'équipement nécessaire aux opérations minières, en plus de réaliser tous les types de travaux reliés au développement de l'industrie. Pour l'entreprise, le secret de la réussite repose sur la capacité d'établir des liens de confiance avec des partenaires locaux, tout en mobilisant les parties prenantes autour d'un projet passionnant. Si le groupe mise sur l'exportation en Afrique francophone, c'est parce qu'il y trouve un marché en pleine croissance, qui valorise l'expertise canadienne comme la sienne. Spécialiste des solutions d'assèchement, Hydrotech Mining conçoit, fabrique et vend des systèmes de pompage et d'assèchement destinés au secteur minier. Nommé nouvel exportateur de l'année au Gala Mercador Québec en 2021, l'entreprise insiste sur l'importance de mener une étude de marché et d'enrichir son réseau pour réussir.
Côté exportation, la compagnie valdorienne tire profit du fait que les applications de son expertise en assèchement minier sont similaires ici comme en Afrique et ailleurs dans le monde. Meglab se spécialise dans le développement de nouvelles technologies visant à accélérer la transition numérique et électrique du secteur minier mondial. Ses conseils aux futurs exportateurs: faites preuve d'ouverture et d'écoute pour bien comprendre le marché local visé. Et soyez flexible, tant dans votre modèle d'affaires, votre offre de services que votre savoir-faire. Et surtout, profitez du fort potentiel du marché africain, car on peut y faire des affaires en français, surtout dans l'Ouest et dans le Nord, et on peut y mener des opérations minières de plus en plus responsables, tant sur le plan de la sécurité que de l'environnement. C'est très stimulant. Eh bien voilà, il est question de faire affaire avec l'Afrique francophone et précisément, nous allons maintenant nous retrouver en compagnie de 3 entrepreneurs, 3 entreprises qui font déjà affaire en Afrique francophone. Donc, on a évoqué tout à l'heure M. Guy Tremblay, qui est vice-président corporatif chez CIMAC Tyson, M. Chené Poirier, directeur du développement des affaires chez Hydrotech Mining, et d'abord Mme Kim Valade, qui est directrice générale chez Meglab. Et d'entrée de jeu, je vous demanderai, c'est la même question que je vais poser à vos collègues de discussion. Pouvez-vous nous préciser votre présence sur le marché d'Afrique francophone et aussi quels avantages vous y voyez à développer vos affaires? Madame Valade. En fait, nous, notre marché au niveau de l'Afrique, on débute nos démarches. On a déjà exporté là, dans le passé, mais c'était des opportunités assez ciblées. Maintenant, on a une présence de plus en plus intéressante. D'ailleurs, on travaille en collaboration là, avec les gens de CIMAC là, sur des projets au Maroc principalement. Nous, chez Meglab, on exporte, je pense, depuis les débuts de nos activités parce qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a développé un savoir-faire assez précis dans le secteur minier. Puis il y a des gens, ça demeure un petit monde, hein, fait que les gens qui travaillaient là, dans notre région ont eu à voyager puis à aller travailler sur des projets miniers un petit peu partout dans le monde. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à exporter. Nos marchés, comme on l'a mentionné d'entrée de jeu là, dans la présentation, on est beaucoup présent au niveau de l'Amérique du Sud, au Mexique, en République dominicaine aussi. Puis là, on commence là, de plus en plus là, nos démarches là, pour l'Afrique. On a déjà fait aussi des missions dans le passé là, pour connaître les gens, connaître le secteur minier. D'ailleurs, par une mission là, au Sénégal, on avait été à Dakar et tout ça. Donc, c'est un marché qui est super intéressant là, pour les entreprises comme les nôtres. Mais je reviens, et d'ailleurs, j'étais en train d'oublier mes manières, j'aurais tout au moins pu vous saluer, vous dire bonjour, de même qu'à M. Poirier et M. Tremblay. C'est parce qu'il fait froid au Québec, puis on gèle, puis ça nous fige un peu dans nos façons de faire. Mais ceci dit, reprenons, et je voudrais demander de compléter en disant, oui, vous avez parlé de votre présence, mais qu'est-ce que ça a comme intérêt pour vous, comme avantage? Vous êtes déjà bien implanté ici, mais le fait d'ouvrir ce nouveau créneau, l'impact que ça peut avoir positif, je présume, sur vos affaires. Si vous voulez, je peux oui, commencer. Oui. Mais en fait, je pense que l'avantage, c'est aussi, ça fait partie de notre raison d'être de l'entreprise. Tu sais, chez Meglab, on a commencé à être en affaires pour la simple raison qu'on voulait amener une différence dans le secteur minier. Ça a été créé par des gens qui travaillaient dans le secteur minier, qui travaillaient à la mine. Puis à un moment donné, le marché minier était peut-être un peu moins fort en Abitibi. Puis c'est là que les gens se sont partis aussi en affaires, qui ont travaillé dans d'autres mines en région ou ils se sont eux-mêmes qui ont été travaillés dans d'autres pays. Dans le cas de Meglab, l'idée, c'était d'être capable de développer des solutions pour améliorer la santé et sécurité, puis aussi électrifier de plus en plus le secteur minier et au niveau des solutions digitales, là, notamment pour la sécurité, mais aussi pour l'aspect environnemental. Donc, aujourd'hui, c'est sûr que ça prend de l'ampleur parce que le marché minier il est global, il est mondial, puis toutes les mines s'intéressent aujourd'hui à avoir des opérations là, zéro émission ou de plus en plus sécuritaires. Donc, c'est là qu'on peut apporter une aide, puis accompagner le secteur minier là, un petit peu partout là, pour les pratiques. Monsieur Poirier, à vous, chez Hydrotech Mining, votre présence dans un premier temps et les bienfaits, j'ai dire les avantages justement d'aller développer, d'aller pénétrer ces marchés de l'Afrique francophone? Oui, bien, nous, on a travaillé au Maroc en ce moment
On avait commencé avec, justement, avec CEMAC. CEMAC est un peu un pionnier dans cette région-là. Puis, ça part tout du réseau, hein, du réseautage, puis les gens, puis les projets. Puis, c'est un peu notre façon qu'on est arrivé en Afrique. Puis, c'est sûr que le côté, bon, la langue facilite beaucoup. Donc, c'est tout le côté francophone, l'entreprise au Québec et l'Afrique. On peut tirer beaucoup de similitudes et la communication est plus facile. Par contre, aussi, l'autre élément qu'il faut regarder, c'est le monde minier. Ce n'est pas parce qu'on est en Abitibi que miner se fait de façon différente. C'est beaucoup de similitudes. Fait que pour nous, aller en Afrique, dans le monde minier, c'est comme être à 5 km de Val-d'Or puis être dans une mine. Il y a beaucoup de similitudes sur la façon. Tu veux creuser un trou, l'eau va apparaître, il va falloir que tu pompes pour enlever l'eau, puis là, c'est là qu'Hydrotech amène son expertise. Donc, pour nous, le monde minier, on le voit beaucoup plus comme une petite communauté, mais globale, mondiale. Fait que autant quand on a fait des projets au Mexique, c'est la même chose. C'est les mêmes besoins, c'est les mêmes solutions qu'on peut amener, puis c'est les mêmes services qu'on amène. Donc, pour nous, c'est un côté familier, même si tu es en territoire étranger. Fait qu'à ce moment-là, ça l'enlève. Quand on dit que c'est des nouveaux marchés, oui, c'est un nouveau territoire, mais c'est la même façon qu'on opère, c'est les mêmes produits, la même expertise. L'ingénierie qu'on a en ce moment, d'ailleurs, notre département d'ingénierie, il y a plus de gens qui viennent de l'Afrique, du nord de l'Afrique. On a deux Marocains dans notre équipe d'ingénierie, on a 2 Algériens, puis on a 2 Tunisiens. Fait que, tu sais, juste pour dire comment que, puis lorsqu'on fait des projets, ben c'est la même chose. Il amène quand même une expertise. Puis, je dirais que le défi ou la chose qu'on doit travailler, c'est le réseautage puis d'avoir des bons partenaires locaux. Parce que notre domaine, même si les mines, il y a beaucoup de similitudes, puis l'expertise qu'on développe et la conception peut se faire ici au Québec, on a besoin d'avoir des gens sur le terrain, des gens locaux à qui on peut travailler ensemble pour faire bien servir la clientèle minière, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, que ce soit au Burkina Faso, au Sénégal, etc. On a besoin d'avoir des partenaires locaux pour justement nous aider à faire le support quotidien. Alors, je comprends bien. Merci beaucoup, M. Poirier. Alors, si je comprends bien, si on oublie que de notre côté, c'est des sapins puis des épinettes, puis du côté de l'Afrique francophone, c'est plus des palmiers. Quand on oublie ça et qu'on regarde le matériau lui-même avec qui on a travaillé, c'est essentiellement la même chose. Et ça, je pense que déjà, c'est une bonne idée de le rappeler. Et on va terminer ce premier bloc-là avec M. Tremblay, VP corporatif chez CIMIC Tyson, avec 1000 employés. On parle d'une grande entreprise ici. Et on disait que vous avez servi quasiment presque de mentor. Vous avez ouvert la voie. Je vous demanderai à votre tour de nous dire comment vous êtes présent du côté de l'Afrique francophone. Est-ce que ça vous a apporté les bénéfices, s'il y en a, présumément? Oui. Au niveau de CIMIC Tyson, ça fait quand même plusieurs années qu'on est en Afrique. On avait une manufacture où est-ce qu'on vendait des foreuses. Ça nous a permis de créer des liens de confiance sur le continent africain, puis de vendre des produits qui ont eu du succès puis qui ont amené des choses. Après ça, M. Touré l'a bien dit, c'est comme un fit naturel vers nous. On a des Canadiens québécois qui veulent se tourner vers un marché francophone. Ça a tout un avantage au niveau des affaires. On fait partie d'un groupe Tyson. Tyson, les autres parlent anglais, nous autres, on parle français. Fait que pour nous, ça facilitait les choses, puis ça facilitait les choses dans notre groupe. Fait qu'après ça, quand il y a des opportunités d'affaires, que les gouvernements, que des visites, que des missions, ils ont amené du monde pour voir l'expertise. Les minières, l'expertise québécoise, c'est quelque chose, c'est reconnu dans le monde. Tout le monde veut travailler, tout le monde aimerait avoir des mines canadiennes, des mines Québec. Puis quand ils disent des mines canadiennes, ça se passe ici, c'est notre petit bouclier dans la vallée de l'or. Fait que c'est vraiment ce qu'ils recherchent le monde. Fait que d'aller là-bas puis de pouvoir transmettre ces connaissances-là, fait que ça nous a amené ça. Puis fait que ça permet d'avoir un marché en pleine croissance. On voit les beaux projets qu'ils nous ont présentés tout à l'heure, tout le monde au Sénégal, en Algérie. Il y a beaucoup d'opportunités. Fait que nous, comme M. Touré a dit, on est allé tranquillement, on s'est implanté là. Après avoir vendu des foreuses pendant des années, avoir été
ouvert le marché. Après, ça s'est implanté tranquillement pour un projet qui a dit, ben oui, relation de confiance, relation humaine. On s'est implanté avec des partenaires locaux là-bas. Puis après ça, on a du succès au Québec avec du monde qui nous donne ces services-là. Fait qu'on a essayé d'amener du monde avec nous puis de pousser ensemble pour, si on veut l'expertise québécoise, c'est ce qu'on a développé ensemble ici, toutes nos entreprises. Fait qu'on essaie d'amener ça là-bas puis de transmettre les connaissances. On s'en va pas là-bas en gardant notre petit silo en disant on va être les Canadiens, on va faire ça bien, on s'en retourne, on va retourner là-bas, on ouvre ce qu'on fait pour transmettre des connaissances puis permettre que c'est le développement d'un pays aussi. Je vais vous demander, c'est pas évident de résumer là, toute cette expérience-là en quelques mots, puis le temps file, mais je vous demanderai, je vais continuer avec vous, M. Tremblay, si vous pouviez identifier des enjeux et des défis que vous avez dû relever dans justement votre implantation dans ces marchés. M. Tremblay. Quelques-uns qui apparaissent, qui se détachent, qui se démarquent. C'est beaucoup la patience. Oui, on parle la même langue, c'est pas la même culture. Par contre, au niveau du développement d'affaires, au niveau des cultures qu'on a au Québec, qu'il faut attendre, il faut baser quelque chose sur des relations humaines, sur l'écoute, sur la communication, puis le respect. Fait que, c'est un défi, mais ça vient naturellement. Là. Fait que, de prendre son temps. M. Guimond, qui est pas là aujourd'hui, on l'agaçait longtemps, dire ton projet, tu nous as dit que ça commencerait, là, ça n'a pas commencé. On savait que ça commencerait, mais on était patients ensemble. On savait qu'on allait de l'avant vers ce projet-là, mais ça n'a pas pris 2 mois, 3 mois, 6 mois. Là, c'est les années 2014-15 qu'on a commencé à avoir de quoi pour éventuellement aller faire un puits mécanisé. Ça ne s'est jamais fait ailleurs, là, des puits mécanisés comme on a fait en Afrique. Là, on n'a plus de jackleg, on n'a plus de pluggeurs, on a juste des foreuses avec des manettes de Nintendo, là, puis que le monde y descend un puits. Il y a juste en Afrique, au Maroc, qui ont fait ça. Là. Fait qu'on a fait développer ça avec eux. Fait que prendre notre temps, faire des beaux projets ensemble, puis c'est possible. Comme je dis, on a fait de quoi qui ne s'est pas fait ailleurs, là, sur le continent africain, pour des minières, pour une expertise qui ressemble aux Canadiens, pour développer des puits, puis des galeries maintenant, puis plein de choses avec des partenaires locaux, puis d'impliquer notre monde. Là. Fait que, puis, c'est ça, d'avoir la confiance des gens locaux, c'est vrai, ça aussi, c'est une autre chose. Parce que, tu sais, la première fois que notre président il a débarqué de l'avion, il y a eu une grève. La grève CEMAC. Il ne savait pas, quand il est arrivé à la mine, puis on dit, ça fait des générations qui exploitent une mine, puis d'après notre patience, confiance, de faire comprendre au monde, oui, mais ça ne changera rien au projet, il va juste être plus rentable, plus long, durer plus long, de prendre juste cette minière-là. Tu vas pouvoir prendre plus de ressources. Fait que c'est des échanges, vraiment, là, c'est des choses, de la communication, de l'écoute, de la curiosité, de l'implication, connaître les gens locaux, vraiment les sentir, c'est pourquoi il y a eu une grève CEMAC, pourquoi que maintenant ils sont contents, pourquoi que le village joue au soccer avec nos travailleurs dans les jours parce qu'ils sont contents, parce qu'on s'implique, parce qu'on va changer la vie des gens là-bas. Là. Merci, M. Tremblay. Je retiens des mots-clés. Vous avez parlé de patience. Évidemment, on imagine qu'il ne faut pas brûler les étapes, de confiance, de communication. Vous avez parlé aussi d'établir des réseaux. Monsieur Poirier, à votre tour, comment vous pourriez les placer, nous les décrire, ces enjeux, ces défis auxquels vous avez fait face? Bien, tu sais, il ne faut pas exclure l'éléphant dans la pièce, qu'on a eu une pandémie dans les dernières années. Oui. Puis, ça l'a, juste avant que ça parte, on est allé à la mission économique au Maroc, organisé par les ORPEX. Nous, c'était à 48e Nord. Puis bon, on a fait du réseautage, rencontré des gens et tout. Puis, ça prend un mélange des deux. Ça prend un mélange pour gagner la confiance, ça prend la communication. Donc, faut aller sur place pour faire ces contacts-là. Les Teams, puis les Zooms, etc., c'est rendu aujourd'hui une réalité, puis c'est rendu un outil important, mais ça n'enlève pas la dynamique humaine. Fait que je pense que ça va devenir à l'avenir un peu plus des formules hybrides où on doit faire des rencontres, puis l'expression, peut-être plus serrer une poignée de main, mais un coude ou un fist bump. Mais ça c'est quand même nécessaire. Après ça, on peut faire des suivis sur Teams, etc., pour continuer la relation, et développer le réseau, puis c'est implanter des partenaires locaux. Pour nous, le succès, c'est d'avoir des partenaires
locaux dans peu importe le pays, que ce soit c'est l'Algérie, ça prend un partenaire local qui peut nous aider, qui va nous aider, qu'on va pouvoir interagir avec. Nous, on va fournir notre expertise, etc. Mais il faut aussi que les gens de la place bénéficient aussi de ces avancements-là. C'est vraiment une collaboration qu'il faut amener, puis c'est une façon de travailler en équipe. C'est la façon la plus facile pour nous, qu'on a des ressources limitées. On n'est pas une grosse entreprise de 1000 employés, mais en ayant des partenaires locaux, c'est comme ça qu'on peut rayonner plus facilement et plus rapidement, dans notre cas à nous. Et vous avez ajouté le thème du partenariat, je pense qu'il est important. Il vient s'arrimer à ceux dont on parlait, on a évoqué avec M. Tremblay. Madame Valade, à votre tour, comment vous pouvez nous présenter ce que vous avez traversé, comment vous avez géré ça, ces défis et ces enjeux de votre présence là-bas? Je pense que mes collègues l'ont bien mentionné là, au niveau de la dimension humaine. Pour avoir été en Afrique, je crois qu'on a beaucoup de similitudes au niveau effectivement de la langue, mais aussi on a une bonne connexion entre les pays africains et le Québec. Je pense qu'on est bien accueillis. Donc, il y a déjà une belle réception puis une belle ouverture. De notre côté, je pense que c'est super important de regarder au niveau de l'adaptabilité, la flexibilité. De notre côté, Shane, tu parlais un petit peu aussi que ça reste les mêmes mines, les mêmes produits un peu et tout ça. De notre côté aussi, il y a une certaine adaptabilité. Faut être prêt parce que, au niveau électrique, au niveau digital, ça se peut que les besoins ou les priorités peut-être sont différentes de ce qu'on peut retrouver au Québec. Fait qu'il faut être à l'écoute, il faut comprendre. Il faut comprendre aussi les technologies qui souhaitent utiliser, donc il faut les adapter. Chez Meglab, on est beaucoup dans l'intégration de technologies. On développe des solutions, mais on intègre. Donc, je pense que la solution est beaucoup là-dedans. Et la formation, je pense que dans l'avenir, on va être beaucoup dans le partage des connaissances, dans l'accompagnement, dans le savoir-faire. Puis le savoir-être aussi, quand on parle de mines responsables, sécuritaires, environnementales et tout ça, puis il y a beaucoup d'intérêt face à ça. Donc, ça va être beaucoup dans le partage des connaissances, dans la formation. Je pense que ça va être important là, de regarder là, ce qui peut être fait là, en collaboration. On a évoqué le fait qu'on ne peut pas débarquer ça de but en blanc. M. Touré, d'ailleurs, l'a rappelé dans sa présentation. J'aimerais que vous puissiez nous parler, si tant est, et je reviens à Mme Valade, des ressources qui vous ont aidé. On a parlé, il y a de la stratégie à mettre en place, il y a l'apprentissage du pays, mais il y a également du financement. Il y a des frais qu'il faut engager, c'est du démarchage, c'est du défrichage. Qui a pu vous venir en soutien, Mme Valade? Oui, effectivement, c'est important de le mentionner. On est très, en tout cas chez Meglab, puis probablement dans d'autres entreprises là, de la région, on est très au niveau de l'opportunité parce que c'est un petit milieu, les mines. Donc, on se fait appeler et on dit hey, qu'est-ce qu'on a fait dans telle mine? Puis, on développe des produits et des solutions avec les mines d'ici. Un des bons partenaires, c'est les mines d'ici avec qui on fait confiance et qu'on a développé des solutions qui nous amènent dans d'autres pays. Ça, c'est une chose. Mais après ça, on est dans l'opportunité, mais il faut développer nos stratégies d'affaires pour du long terme. Donc, puis que ça soit comme durable. Nous, on a travaillé beaucoup de près avec 48e Nord, qui est un ORPEX là, de la région, qui ont une spécialité dans le secteur minier aussi, qui connaissent bien les mines. 48e Nord connaissent les gens de la région, mais vraiment aussi notre secteur d'activité. Ils sont capables de développer les compétences au niveau de l'exportation, dans l'accompagnement, dans le développement des savoirs, mais aussi après ça, dans les connexions avec, vers l'extérieur. On l'a mentionné un petit peu tantôt aussi avec Investissement Québec, le ministère de l'Économie. Ils ont des programmes de subvention, des choses au niveau du support là, au développement de marché. Donc, ça, c'est des choses qu'on est habitué là, de travailler. Mais c'est sûr que les ressources, je pense entre autres en Luc Guertin, ils nous connaissent. Donc, puis tu sais, je pense qu'un des défis peut-être, parce qu'on parlait un petit peu des défis, c'est que nos entreprises de la région, on parlait aussi de la pandémie, tout ça. On a quand même un défi au niveau des ressources humaines, puis ça reste une pression avec tout ce qui est développement d'affaires. Quand on a un bon accompagnement privilégié, spécialisé et personnalisé, bien, ça nous aide vraiment à être capable de faire dans ce qu'on est bon. Nous, on est bon à amener des solutions électriques. On n'est pas des experts d'exportation. Donc, quand tu as un bel accompagnement, ben, ça nous aide à faire ce partage-là aussi, puis d'être présent dans ces endroits-là, dans ces différents pays. Ah, puis j'imagine, on fait instinctivement, on peut aussi faire référence aux délégations générales du Québec, justement, comme celle de Dakar, puis aussi d'autres organisations, Exportation, Développement Canada. Il y en a plein, à supposer qu'on veuille bien s'en prévaloir. Monsieur Poirier, vous, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu
profité d'un accompagnement au cours de... Oui. Oui, tout à fait. Puis, ce que Kim mentionne, c'est les mêmes intervenants qu'on travaille avec. Puis, c'est un support essentiel que les 48e Nord, Investissement Québec, EDC, Chambre de commerce de Val-d'Or, c'est tous des organismes qui sont là, qui aident beaucoup. Le monde minier, c'est un monde qui est très... on dirait qu'il n'y a pas de frontières. On est vraiment... c'est les mines et la frontière, mais dans le côté territorial ou géographique, il n'y en a pas vraiment. Fait que ces organismes-là nous aident énormément à faire rayonner nos entreprises, soit par organiser des B2B ou des fois des conférences. Il y a des voyages économiques, des missions économiques, etc. Fait que c'est beaucoup de choses qui sont vraiment importantes. Parce que tantôt, quand je mentionnais le réseau, le réseautage, puis faire des contacts, c'est la clé. Puis ces organismes-là, c'est des facilitateurs pour le faire. Puis aussi, tout le côté économique, vendre l'équipement dans un autre pays, OK, ça c'est... Là, la frontière devient importante. Parce que là, tu dois avoir une certaine garantie. Là, tu produis, puis là, tes équipements quittent les frontières. Puis c'est quoi tes recours légaux, s'il y a des termes pour les paiements, etc. Fait que c'est là que EDC peut rentrer en ligne de compte pour aider à faciliter la transaction. Fait qu'il y a plusieurs outils à notre disposition, puis je pense qu'il faut prendre le temps de comprendre la nature des transactions, puis comment on fait pour être bien protégé. Parce que l'idée là-dedans, c'est que pour que ce soit gagnant-gagnant, le but, c'est que tout le monde en tire son bénéfice. Oui, excusez-moi, M. Tremblay. Je vais passer à M. Tremblay parce qu'on va aller vers la fin rapidement. À votre tour, évidemment, dans votre cas, on parle d'une entreprise de 1000 employés. C'est une grande entreprise avec des réseaux un peu partout. Mais quand même, je présume que vous pouvez vous appuyer, vous faire marche cause commune avec ces organisations, ces organismes qui veulent être disponibles. Encore faut-il leur demander. Est-ce que vous avez pu profiter de ce soutien-là? Oui, c'est sûr, comme tout le monde, on en a profité. Puis, par le passé, quand on vendait des foreuses à You partout dans le monde, c'est un petit peu tous ces mêmes organismes-là qui nous ont ouvert la voie. C'est ces organismes-là qui ont des missions économiques qui ont amené des minières du Maroc visiter le Québec, puis rentrer dans notre manufacture, puis aller dans nos opérations souterraines chez nos clients ici au Québec, où est-ce qu'on a pu démontrer qu'est-ce qu'on a réussi à réaliser avec des clients ici au Québec, là, comment est-ce qu'on pourrait faire rayonner ça aussi dans leur pays. Là. Mais oui, toutes les exportations, le développement économique du Canada, l'Investissement Québec, tous les partenaires sont importants. Tantôt on l'a mentionné, on a vécu la pandémie dernièrement, fait que si on peut rester en Afrique encore, c'est à cause qu'ils nous ont aidé à passer au travers cette étape-là là, pour notre business pour pouvoir partir. Là, mais souvent, je ne sais pas si c'est par gêne ou parce qu'on a peur que ça nous amène, ça cause des frais, tout ça. Je parlais des entrepreneurs qui sont un peu réticents à aller s'avancer, à aller chercher ce soutien-là, ces conseils. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport à ce qui est disponible et ce que vous avez pu vivre vous-même? Il faut être ouvert à toutes les opportunités qu'on pourra se faire ouvrir, ne serait-ce que de rencontrer M. Touré avec un partenaire d'affaires, une minière. C'est peut-être ça qui va t'ouvrir l'avenir pour les 20 prochaines années. Si on le disait tantôt, si tu as une relation, si tu écoutes, tu respectes l'autre qui te parle, on regarde comment on pourrait s'aider, puis on est patient avec ça. Ça va nous mener loin. C'est sûr que si on est blasé, on est gêné, on ne veut pas trop déranger, on ne veut pas écouter, on perçoit que les minières en Abitibi, on ne peut pas faire mieux que ça, puis on ne fera jamais mieux que ça. On n'est pas à l'écoute de ce qu'eux peuvent nous apporter. Ben, là, c'est sûr que ça ne dira pas bien, mais n'importe quelle relation d'affaires qu'on peut avoir, de partenaire d'occasion, il faut en profiter et être pleinement investi dedans. Alors, en terminant, je vais vous demander en 1 minute en conclusion, parce on arrive à la toute fin, ce qu'on devrait retenir de votre expérience, c'est aussi un conseil ou deux que vous pourriez partager avec des gens, justement, qui sont à l'écoute, qui envisagent de développer, de s'implanter en Afrique francophone. Un résumé et en même temps, peut-être une porte ouverte sur ce que l'on pourrait offrir à vos éventuels collègues d'affaires. M. Tremblay. Je pense que M. Guimond, il y avait une phrase dans sa présentation. Là, je pense que c'est vraiment lui qui est implanté là-bas. Fait que je pense que je vais prendre le temps de la lire. Là.
c'est de prendre le temps de créer des liens, de soulever des passions, de motiver, de mobiliser les parties prenantes pour réaliser un rêve, un projet commun, s'investir et ne pas comptabiliser les efforts. Donc, établir ces liens et pas être avare de son temps, je pense que c'est sage. Monsieur Poirier. Oui, c'est dans le même sens. C'est l'ouverture d'esprit, travailler en réseau, travailler pour trouver un win-win dans le projet, que tout le monde soit gagnant. Puis, puis ne pas avoir de l'humilité aussi, qu'on ne sait pas tout, donc on a une partie d'apprentissage. Puis se servir de tous les services, ce n'est pas menaçant. Au contraire, c'est rassurant. Si on ne met pas tous les services à notre disposition pour intégrer un nouveau marché, c'est vraiment là, c'est être dans le noir, c'est pas avoir de compas ou de boussole, puis c'est de s'en aller à peu près là. C'est vraiment important. Pour nous, c'est la recette du succès. Puis ces gens-là, ces réseautages-là vont nous mettre en contact avec les gens de ces pays, dans ces endroits-là. Puis c'est là le réseautage, c'est le début. Et en même temps, même si ça peut paraître loin, sur une carte tout au moins là, de l'Abitibi-Témiscamingue à l'Afrique francophone, le Maghreb, le Sénégal, ça vaut la peine d'y aller. Ah, tout à fait. Et ça vaut la peine, Mme Valade? Ben oui, effectivement, je pense que ce qui est important de faire, c'est vraiment au niveau de la curiosité, de comprendre le besoin, de comprendre l'autre, d'être en relation. On le dit depuis le début, je pense que c'est la base là, de toute relation d'affaires à l'extérieur de notre région, de notre pays. De comprendre les autres. Puis après ça aussi, je pense qu'il y a une chose peut-être qui n'a pas été mentionnée, j'essaie de trouver là, pendant que les collègues parlaient, peut-être quelque chose de différent à apporter. Mais quand on commence à sortir de notre région, on réalise ce qu'on a chez nous. C'est incroyable ce qu'on a développé en Abitibi-Témiscamingue. Puis en général, même au Québec, on ne le sait pas parce que les gens, c'est pas tout le monde qui connaît le secteur minier. C'est quand même assez peu connu, c'est très spécialisé. Mais c'est absolument extraordinaire ce qu'on a développé là, dans notre région, en Abitibi-Témiscamingue. Puis quand on voyage un peu partout sur la planète, on voit aussi tout le potentiel de partage. Donc, je pense que c'est aussi une belle redevance, les minières aussi, ce qu'on a développé, de pouvoir le partager, mais toujours dans un aspect de curiosité, puis de comprendre l'autre, puis d'être en connexion avec leurs besoins, puis de l'adapter. Eh bien, Mme Kim Valade de Méglab, M. Chény Poirier de chez Hydrotech Mining et M. Guy Tremblay de CIMEC Tyson, merci beaucoup pour vos témoignages. Merci. Je suis certain que les participantes ont apprécié. Et je laisse la parole maintenant, je redonne la parole à Charles Milliard. Charles? Alors, excellent. Merci, René. Merci à nos panélistes. Merci à nos invités internationaux aussi. Merci à l'équipe du ministère des Relations internationales via son réseau de délégation du Québec à l'étranger. Donc, dans l'intérêt du temps, on a déjà abusé un peu de votre temps. Je vais céder tout de suite la parole à Mme Argal pour le mot de la fin. Mais je vous rappelle, par contre, qu'on poursuit cette découverte-là des marchés un peu moins connus au Québec le 29 mars, 29 mars prochain, avec le marché australien et néo-zélandais. Alors, on aura une heure de diffusion un peu différente là, pour tenir compte du décalage horaire, mais surveiller les invitations qui viendront très bientôt. Alors, Mme Argal, je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Et rapidement, je peux vous dire que c'est un honneur pour BMO d'appuyer des événements de qualité comme celui-ci avec les chambres du commerce du Québec. Je pense que c'est M. Poirier qui l'a mentionné. C'est beaucoup une question de réseau et je pense que cette rencontre donnera l'opportunité et l'élan aux gens d'affaires d'avancer dans des projets d'exportation. Je veux vraiment remercier les panélistes de la qualité d'information. Merci de nous avoir inspirés dans les secteurs porteurs de développement en Afrique francophone. Monsieur Touré, merci de nous avoir inspiré le continent. Je rappelle que c'est un continent d'opportunités, un grand bassin de recrutement là, pour nous sur l'avenir en francophonie. Consul Myriam, je me souviens très bien que c'est la facilité pour les affaires. Donc, on est à très peu d'heures de vol. Alors, merci aux entrepreneurs également, les 3 entrepreneurs, pour vos partages. Je lève mon chapeau à la région d'Abitibi-Témiscamingue d'être chef de file dans l'exportation et de nous avoir partagé tous les impacts positifs.
et démontrer la facilité aussi d'avoir des éléments clés pour que la relation fonctionne. C'est un partage d'échanges, de communication, puis on a des belles ressources disponibles. Alors, garder la notion de l'humain derrière tout ça, je pense que c'est vraiment ce qui va nous faire avancer en tant qu'entreprise. Alors, écoutez, c'est juste c'est juste un mot de la fin pour vous dire merci à tous. Puis, c'était vraiment une excellente présentation, un excellent événement. Alors, une belle journée à tous. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.